Alors, on nous propose, bienvenue dans cette séance qui sera consacrée à une application importante en physique, à savoir un gravimètre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gravimètre? Un gravimètre, c'est un appareil qui permet de mesurer avec exactitude l'intensité du champ de pesanteur terrestre en un lieu donné. Alors ici, on vous donne le modèle mécanique de cet appareil. Donc c'est un système mécanique oscillant formé par une tige AB de masse négligeable de longueur L, une masse ponctuelle placée à son extrémité et un système qui traduit un couple de torsion, un couple de rappel de constante de torsion C. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'étudier ce modèle mécanique en suivant une méthode dynamique et une autre énergétique, et avec un enregistrement informatique, on peut déterminer expérimentalement cette intensité G. Alors, la première méthode, c'est une méthode dynamique. Donc, on va appliquer, donc ici c'est écrit dans le texte, relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation autour d'un axe fixe. En fait, le nom exact, c'est pas la relation fondamentale de la dynamique, mais c'est le théorème du moment cinétique scalaire. Alors, le moment cinétique, on a déjà eu l'occasion de voir ce que c'est que le moment d'une force. Le moment cinétique, c'est en fait le moment de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est le terme mv, la masse de la particule, fois son vecteur vitesse à un instant t. Et donc, le théorème de moment cinétique, c'est une relation vectorielle qui s'écrit en fait d de sigma sur dt par rapport à un point O, c'est somme du moment de toutes les actions, les forces, les couples, etc. par rapport à O. Ça, c'est une écriture vectorielle du théorème de moment cinétique. Alors, scalaire, il suffit de multiplier cette relation fois le vecteur unitaire de l'axe de rotation delta, c'est-à-dire EZ ou E delta. Donc ça va nous donner cette relation, c'est D, c'est J delta θ de point, c'est somme du moment par rapport à delta. Ça, c'est une relation scalaire. Donc, une seule équation. Donc, grâce à ça, on va montrer que, effectivement, dans le cas du mouvement faible, et en l'absence de tous les frottements, le système, le modèle mécanique d'un gravimètre va être synonyme d'un mouvement pendulaire. Alors, on va ici, dans cette étude dynamique, on va appliquer le théorème du moment cinétique scalaire au système mécanique pour déterminer son équation différentielle du mouvement. Alors,
il faut préciser les actions appliquées. Donc ça c'est sur le poids mg. Il y a ici un couple de torsion. Lorsque le mouvement s'effectue dans ce sens, il y a un couple qui s'applique dans le sens inverse. Donc c'est moins Cθ U delta. Et le système, il a un moment d'inertie par rapport à l'axe delta qui vaut le moment d'inertie de la barre. Ici, la barre, il a une masse négligeable, donc son moment c'est nul. Donc il reste pour le poids matériel, c'est sa masse fois la distance qui le sépare de l'axe de rotation, c'est-à-dire L. Donc c'est mL au carré. Donc il suffit d'écrire théorème cinétique chez J delta θ de point, c'est moment par rapport à delta du poids plus moment scalaire du couple de torsion. Et donc, mL2θ de point, ça va être égal à quoi? Pour le poids, donc il suffit de prendre sa distance par rapport à l'axe de rotation. Donc c'est D. D c'est L sin θ, avec un signe plus, parce que le poids aide le mouvement à s'effectuer dans ce sens. Donc c'est plus mgd, c'est-à-dire L sin θ. Par contre, pour le couple de torsion, c'est dans le sens opposé. Donc moins c θ. Et donc l'équation du mouvement, en divisant par ce terme-là, qui est ml carré, on va obtenir θ de point plus. Donc ici, on travaille en petit mouvement. Donc sin θ, c'est approximativement égal à θ. Donc θ de point plus c sur ml2 moins g sur L θ égale à 0. Donc on obtient une équation différentielle du mouvement caractéristique d'un oscillateur harmonique avec une pulsation propre oméga 0 au carré, qui est ce terme-là, c'est C sur ml2 moins G sur L. La pulsation, c'est un réel, donc automatiquement ce terme-là doit être supérieur à 0. Donc, on voit bien qu'il y aura une condition sur cette constante de torsion pour éviter les valeurs négatives pour la pulsation du mouvement. Donc, on a montré cette équation différentielle qui régit le mouvement d'un gravimètre. Maintenant, on nous demande de déterminer à l'aide des équations de dimension la dimension de ça. La dimension de ça, on a dit ça va être, c'est un oméga 0 carré, une pulsation propre au carré, qui a une dimension de seconde moins 1 au carré. Attention, radian, ce n'est pas une dimension.
Donc c'est S moins 1 au carré. Donc oméga 0. Et là, cette dimension qui est S moins 1. Voilà. Maintenant, on veut que le mouvement soit un mouvement sinusoïdal, harmonique, et donc il faut que cette quantité-là soit positive. Ça veut dire que C, ça doit être supérieur à une valeur minimale qui est égale à ml2 fois G sur L, c'est-à-dire c'est mgl. Donc une valeur minimale pour la constante de torsion pour que le mouvement soit un mouvement sinusoïdal. Voilà, donc maintenant on nous donne cette allure qui montre l'évolution de θ en fonction de t, ce qu'on appelle l'élongation du mouvement. Alors ici, on voit bien le θ max. Et ici, c'est à la période t0, c'est en fait c'est 2π sur oméga 0. Donc, et ici, la phase à l'origine, on voit bien pour t égale à 0, θ est égal à t max. Ça veut dire que ce phi est égal à 0. Et donc, θ, ça va être égal, θ max, c'est 0,15 cos 2π sur t, donc t c'est 1 seconde, donc c'est cos 2π t. Et ça c'est exprimé en radio. Maintenant, on va nous intéresser à la détermination expérimentale de l'intensité de pesanteur G. Donc, on a déjà répondu à ces questions en utilisant le graphique montrant l'évolution sinusoïdale de l'angle θ. Donc, T, c'est l'unité de temps, une seconde. θ max 0,15 radian. Phi, c'est égal à 0. Donc, on va chercher l'expression de G à partir des données. Donc, il suffit de partir de cette expression oméga 0 au carré, qui est en fait 2π sur t au carré, c'est C sur ml carré moins G sur L. Donc, on tire G, ça va être C sur ml moins L de pi sur t au carré. Donc voilà l'expression de G. Donc faire l'application numérique, on va trouver une valeur de l'ordre de 9,82 mètres par seconde carré. C'est une valeur conforme à celle de l'intensité de pesanteur à la surface terrestre, la valeur tabulée bien sûr. L'autre méthode maintenant, c'est la méthode énergétique. Donc je peux établir l'équation différentielle qui régit ce mouvement en partant de l'étude énergétique. Donc on suppose qu'il n'y a pas de frottement, ça veut dire que le système est conservatif, et donc EM, c'est une constante. Ça veut dire au cours du mouvement, vous avez une variation nulle de l'énergie mécanique. Ça veut dire si l'énergie cinétique du système augmente, ça va être au dépend de l'énergie potentielle.
Donc, quand delta EC est positif, delta EP sera négatif. De telle sorte que la somme, c'est-à-dire delta EM, est égale à 0, parce qu'il n'y a pas de frotteur. Donc, je peux expliciter EC, EP et dériver par rapport au temps pour obtenir l'équation du mouvement. Donc, en opérant par exemple de la façon suivante, EC, donc il s'agit du point matériel P ayant une masse M, donc c'est 1/2 de M V carré, et la vitesse, c'est en fait L fois θ point. Donc c'est 1/2 de M L θ point au carré. Donc ça vous donne en fait une expression semblable à 1/2 de G delta θ point au carré. Voilà l'énergie cinétique. Alors en ce qui concerne maintenant l'énergie potentielle, il suffit de déterminer l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle de torsion. C'est l'énergie totale, potentielle totale. Alors pour l'énergie potentielle de pesanteur, il suffit de voir que l'axe des Y est orienté vers le haut. Donc il faut prendre mg. Donc plus mg y plus une constante. Et ce y là n'est rien d'autre que L cos θ. Ça c'est y. Plus la constante. Donc, si on prend comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur l'axe horizontal passant par B0, ça veut dire θ égale à 0. Donc ici, 0, ça vous donne mgl plus cette constante. Donc la constante, c'est moins mgl. Avec un signe moins. Donc voilà l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de torsion, c'est très simple, c'est 1/2 c θ carré plus une constante qui est cette fois-ci nulle parce qu'on prend comme référence de cette énergie potentielle de torsion lorsque θ est égal à 0. Alors comment on a déterminé ça? Il suffit d'écrire travail élémentaire, 6 moments dθ. Et ça, c'est moins dEp de torsion. Et le moment, c'est moins cθ. Donc, je peux remonter à cette expression-là. Donc, voilà, donc on a l'expression de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, on peut déterminer l'énergie mécanique du système à un instant T. Donc, au total, on aura une énergie mécanique du système de cette forme-là, c'est 1/2 ml carré θ point au carré plus 1/2 de θ carré, donc c carré un demi de c θ carré, c'est l'énergie potentielle de torsion, plus l'énergie potentielle de pesanteur. C'est mg y, c'est-à-dire L cos θ, moins mg L. C'est-à-dire, ça c'est, toute cette quantité-là, c'est moins mg L, 1 moins cosinus de θ. Et puisque le mouvement, c'est un mouvement à amplitude faible, donc ça, c'est en fait, c'est θ carré sur 2. Et on voit bien que le mouvement se traduit par un confinement
de la particule dans un potentiel, comment? Un potentiel qui est parabolique. Donc il aura une forme parabolique. Donc on s'attend à ce que l'allure de EP en fonction de θ, il a la forme d'une parabole. Et puisque le système conservatif, le EC aura également une allure parabolique. Celle-là, c'est concave, ça c'est convexe. Et la somme, c'est l'énergie mécanique du système. Donc, on a dit que l'énergie mécanique du système, c'est 1/2 mL carré θ point au carré, ça c'est EC, plus 1/2 de θ carré C moins mgl. Ça, cette quantité-là n'est rien d'autre que l'énergie potentielle du système. Donc le système est confiné dans un potentiel parabolique. Alors on nous demande de déterminer l'énergie mécanique du système. Alors on voit bien que lorsque θ égale à 0, on obtient une énergie cinétique maximale qui est exactement égale à l'énergie mécanique du système. Donc l'énergie maximale, c'est ça, donc c'est EM, c'est 10, donc 2, 4, 6, 8, 10,8 millijoules. Et la valeur de l'énergie potentielle pour θ égale à 0,10, ça veut dire pour cette valeur-là. Donc on a ici l'énergie potentielle, l'énergie cinétique. Il faut déterminer l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle pour θ1, c'est en fait l'énergie mécanique moins l'énergie cinétique pour la position θ1. θ1 c'est 6, donc c'est 10,8 millijoules moins 6 millijoules. Donc ça va nous donner 4,8 millijoules. Ça c'est l'énergie potentielle. Donc c'est ici à peu près 2, 4, 6, 8. Donc c'est cette valeur-là. Ça c'est l'énergie potentielle pour l'angle θ1. Et cette allure de EP maintenant, donc lorsque EC est max, EP est min. Donc il a cette valeur-là. Il aura la forme comme ça. Donc je prends ce point-là. Et donc au maximum, on va obtenir maximum ici. Ici. Donc on aura cette allure de, ça c'est EP. On voit bien que EP, il a une forme d'un potentiel parabolique. Bon, reste à déterminer la vitesse angulaire au passage du système par sa position d'équilibre, c'est-à-dire ici. Donc au passage, l'énergie potentielle est nulle. Donc je vais écrire 1/2 mL θ point 0 au carré, c'est égal à EM. Et donc j'obtiens θ0 au carré, c'est 2EM sur, ça c'est carré, pardon, sur ML carré. Et donc θ point 0, ça va être 2EM sur ML2 puissance 1/2. Donc il suffit de déterminer cette valeur-là numériquement exprimée en radians par seconde.
secondes. Donc voilà un exercice, une application d'un gravimètre étudié de deux façons différentes. La première, c'est l'étude dynamique et la deuxième, c'est une étude purement énergétique.